Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour ce grand entretien avec Claire Villard-Lurton, propriétaire du Château Ferrières et Aubage Libéral, donc, que nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir. La rencontre sera animée par Jérôme Baudouin, rédacteur en chef de la Revue du Vin de France. Donc, n'hésitez pas, donc, si vous le souhaitez, à l'issue de la rencontre, à poser vos questions. On fera circuler un micro-ballon, donc vous pourrez poser vos questions. Et puis, les personnes qui nous suivent sur Zoom, vous pourrez aussi poser des questions sur votre application. Voilà, je voulais remercier aussi notre partenaire et mécène fidèle H&A Location, qui est donc mécène sur ces grands entretiens et qui nous permet de continuer à vous proposer des grands entretiens gratuits et de qualité. Donc merci à eux et ainsi qu'à la distillerie d'Ouance. Voilà, et puis donc à l'issue de cette heure et demie, nous vous proposerons de regagner le premier étage pour une dégustation de vin offert par Madame Villard-Lurton. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jérôme Baudouin et je vous souhaite une excellente soirée. Ouais, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau grand entretien et particulièrement ému d'ailleurs par la personne qu'on reçoit. On se connaît particulièrement bien, donc, mais on va se vous voyer quand même sur scène. C'est une vigneronne, une grande vigneronne qui avait été d'ailleurs nommée, qui avait été nommée vigneronne de l'année l'an dernier à la Revue du Vin de France, qui a su insuffler une évolution du style dans ses vins, dans ses propriétés de Margaux et de Pauillac. C'est une femme qui est pleine d'énergie, vous allez voir, qui est remarquable et qu'on a le plaisir d'entendre ce soir, qui va nous raconter son histoire et son parcours. Et je vous demande d'applaudir très chaleureusement Claire Villard-Lurton. Ton micro là. Et on se vous voit. Merci Jérôme. Bon Claire, vous êtes à la tête de 2 propriétés, le château Ferrières à Margaux et le château Aubage Libéral à Pauillac. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Comment elles sont ? Bon, alors assez rapidement, j'ai la chance d'avoir effectivement hérité grâce de Château Aubage Libéral, qui est donc un grand cru classé de Pauillac, sud Pauillac, et Château Ferrières, qui est un grand cru classé, un 3e grand cru classé de Margaux. Et voilà, je suis une heureuse héritière. Mon grand-père, qui avait acheté ses propriétés dans les années 70, disait souvent « le grand-père est un aigle, le fils un faucon et le petit-fils un vrai ». Donc voilà, j'espère que c'est pas la vérité. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut les situer à Pauillac et à Margaux ? Aubage Libéral a une situation très particulière, vraiment contre la Gironde, et à proximité un premier. Où est-ce qu'il est situé la propriété ? Voilà, donc Aubage, en fait, c'est une propriété magnifique parce que d'abord, on est au bord de la rivière, on est vraiment à côté de Château-Latour, c'est tout près de Saint-Julien. On dépasse Saint-Julien, on arrive à la Tour et après on est sur Aubage Libéral et on regarde surtout la rivière. Donc on a un terroir très particulier et on ne gèle jamais, on ne grêle jamais. Donc voilà, c'est quand même... Alors je sais pas, il y a des photos qui doivent tourner, j'espère qu'on va pouvoir les voir. Et vous allez voir les propriétés qui vont tourner. Voilà. Et ben voilà. Donc c'est une petite propriété, elle ne fait que 30 hectares. Mais c'est vrai que j'ai des voisins de taille entre Pichon-Comtesse, Pichon-Baron et surtout la Tour, qui nous ont pas permis de beaucoup grandir. Mais voilà, c'est une propriété. Alors il y a d'autres photos où on voit vraiment la rivière. Et elle est vraiment au bout de la parcelle, quand vous voyez là tout en haut. Au bout, c'est la Gironde. Et on est sur une croupe
Voilà, on est sur une croupe. Alors en fait, au Bas Gibéral, c'est 30 hectares. Donc on a 15 hectares qui sont autour de la propriété et qui sont au bord de la rivière, où on a pas mal de calcaire. On est sur des graves, mais très vite, on est sur la roche-mère calcaire. C'est des sols très érodés. Et ces sols calcaires, ils sont enfin, il y a assez peu de calcaire quand même dans les appellations communales. On est essentiellement des graves. Mais bon, les graves étant érodés, on se retrouve sur cette base calcaire qui va apporter énormément de minéralité au vin, énormément de fruits. On est sur des fruits très croquants. Et donc, l'autre moitié de la propriété, sur Bages. C'est ça. Bages, c'est le village de Bages. Donc, c'est donc à côté de Linge-Bages, Pichon-Baron, donc sud Pauillac. Et là, on est sur des graves terrasse Profond, 4, qui sont des graves magnifiques, de graves. Donc, en fait, les graves vont apporter l'élégance et le calcaire, le fruit, le croquant, le vibrant. Voilà. Et Ferrières, alors? Et donc, Ferrières est un petit bijou aussi. C'est un 3e grand cru classé de Pauillac. De Margaux. Oui. Et donc on est super bien placé parce qu'on est aussi donc le château est dans le village, mais la plupart des vignes sont vraiment entourées. Enfin, on est entouré par le château Margaux également. Et là, on est sur que des graves de type 4. Donc on est pratiquement sur un monotype de sol. Donc ça fait des vins très raffinés, mais la spécificité de Ferrières, c'est que sur les 24 hectares, on a 12 hectares qui sont des très vieilles vignes qui ont été plantées dans les années 50. Et sur lequel on a des diversités génétiques très importantes parce que c'était à l'époque des massales. Et donc aujourd'hui, depuis 5-6 ans, on travaille que sur nos massales, c'est-à-dire qu'on replante systématiquement que des massales, c'est-à-dire des génétiques très différentes, parce que vous savez qu'en biodynamie, voilà, c'est la biodiversité qui est importante. Et plus on a de génétiques différentes, et ben plus on pourra combattre les maladies. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. On sort la période de dégustation. Est-ce qu'aujourd'hui, des dégustations en primeur à Bordeaux, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une compétition entre les crus classés de ces appellations communales prestigieuses, ou est-ce que c'est plutôt une saine émulation? Est-ce que vous travaillez en groupe? Comment ça se passe? Alors, évidemment, il y a un peu de compétitivité. Je dirais, heureusement qu'il y a de la compétition. D'ailleurs, heureusement, parce que, je dirais, on veut toujours être le meilleur que son voisin. Et souvent, les gens disent, les grands crus classés 1855, ils ne sont pas classés par leur terroir, mais par leur marque. Ouais. C'est une notion de marque. Mais comme on se doit d'être les meilleurs, et cette saine émulation qui est un peu compétitive nous permet aussi de toujours... Évidemment, beaucoup de propriétés sont beaucoup agrandies, mais au lieu de faire 100% de grands vins, elles en font plus que 50%, plus que 40%, et on cherche toujours l'excellence. Alors, il y a une petite compétition, effectivement, dans toute la technologie, dans d'être les meilleurs possibles. Aujourd'hui, il y a un vrai mouvement de tous ces grands crus classés vers le bio, vers la biodynamie. Et voilà, on se doit d'être exemplaire, on se doit de montrer l'exemple aux autres vignobles. Et il y a pas mal de... Alors, je dirais plus chez les bio, les biodynamiques, il y a plus de... Voilà, on fait pas mal d'échanges, on met des recherches en commun. Vous avez Château Palmer qui est à côté qui est sur la même, et puis il y a votre mari, il y a Gonzague. Oui, Durfort Vivant qui était en biodynamie, donc là on échange beaucoup, mais il y a aussi Palmer, il y a la Tour, on a créé des groupes, des GI2E, des groupes d'économie économique, des groupes d'intérêt économique, écologique, avec pas mal de crus, donc des très grands et des moins grands, pour essayer de mettre en commun un petit peu toutes nos recherches et voilà, et toutes nos réflexions, parce qu'à Bordeaux c'est pas toujours très simple, surtout en ce moment, de faire de la biodynamie. Donc voilà, il faut se serrer les coudes et être tous. Donc voilà, compétition mais saine émulation aussi, les deux. Bon. Il y a jamais, et votre mari Gonzague Lurton, lui, possède Château Durfort Vivens à Margaux. Est-ce qu'il y a une compétition entre les deux ou pas? Alors là, oui. En fait, la compétition, elle est, je dirais, elle existe. Elle existe. À la fois, j'admire beaucoup mon mari, j'admire beaucoup ses vins. Je pense que c'est partagé. Mais il est évident que on veut toujours, on est très fiers de la réussite de l'autre, mais on veut on veut toujours être le mieux possible. Donc, évidemment, ça nous permet de ne jamais nous endormir, voilà, et de ne jamais rester sur notre fauteuil à rien faire. C'est stimulant. Ouais, c'est très stimulant. Et au départ, pourtant, vous ne vous destiniez pas à être viticultrice. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Parce que vous avez fait une formation scientifique. Oui, alors moi j'ai fait de la chimie. D'abord j'ai fait la chimie, après j'ai fait la bio, chimie physique. Et j'ai fait un master de physique quantique. Et après j'ai fait un DEA et un DESS de physique appliquée à l'archéologie. C'est-à-dire qu'en fait j'essayais de retrouver les méthodes scientifiques au service de l'art. Et donc j'ai aussi une licence d'histoire de l'art. Et je voulais vraiment apporter, j'ai un esprit plutôt scientifique bien sûr, mais vraiment apporter la science à l'art. Donc finalement, dans le vin, on n'en est pas si éloigné.
Ah non, c'est sûr. Et vous vouliez faire quoi comme métier? J'avais commencé un doctorat de physique appliqué à l'archéologie. Enfin, je travaillais et je voulais faire de la recherche en fait. Je pense que c'était pas du tout fait pour moi. Je m'en suis rendu compte après. Mais je voulais faire de la recherche, mais surtout travailler une recherche très orientée sur. J'adore les fresques. J'adore la peinture et je voulais vraiment travailler sur les pigments, sur la restauration notamment des fresques. Moi, j'adore les fresques du 14e, enfin de Renaissance, etc. Donc, vraiment trouver des méthodes physiques et chimiques qui puissent au service de la restauration des œuvres d'art. Génial. Et j'ai commencé un doctorat en ce sens, ouais. Bon, en 92, un drame, en revanche, va changer votre vie durablement. Et vous vous retrouvez à reprendre les propriétés familiale avec votre sœur Céline. Et que s'est-il passé? Mais mes parents ont eu un accident de montagne. Maman avait 49 ans, donc voilà, papa 54. Mon père dirigeait tout le groupe familial, parce que dans ma famille, on est tous vignerons. Et donc, mon grand-père, moi, j'étais en train de faire mon doctorat, et mon grand-père m'a demandé de revenir. Donc, Jacques Merlot, qui était une personnalité éminente, qui s'appelait Merlot, mais qui a surtout investi dans le Cabernet Sauvignon. Et donc, mon grand-père m'a dit, écoute, reviens de Paris, arrête et reprends ce que faisait ta mère. Et donc, je n'ai pas hésité une seconde, je voulais être proche de ma sœur. Donc, je suis rentrée, j'ai tout abandonné Paris et je suis rentrée. Et j'ai repris, je suis rentrée dans le bureau de maman et j'ai repris ses courriers. J'ai appris beaucoup grâce à mes oncles, surtout un de mes oncles, Jean, qui m'a beaucoup aidé à reprendre peu à peu. Et voilà, donc c'était en 93. En 93. Et comment est-ce qu'on est à l'aise quand on se retrouve avec cette charge sur les épaules? Comment on le perçoit? Comment on va au jour le jour? Alors, moi, j'avoue qu'avec le drame qui nous était arrivé, je veux dire, tout était chamboulé. Donc, moi, j'ai toujours été un petit peu revancharde. J'ai toujours voulu, dominer. J'ai toujours voulu essayer j'ai plutôt pas mal d'énergie, on va dire. Donc, Donc, en fait, c'était une vraie revanche. En fait, c'était une revanche de suivre aussi ce que faisait ma mère, faire aussi bien que ma mère et tout ça. C'était pour moi un objectif total qui m'a permis vraiment de grandir et de supporter en fait ce drame. Et en fait, ce qui était super, c'est que d'abord j'avais mon grand-père qui était formidable, qui m'a considéré comme, qui était fier de moi, qui me félicitait. Il a jamais félicité ses enfants, hein, mais ses petites filles, il a toujours été super généreux. Il était fier de ce que je faisais, il m'encourageait tout le temps. Et donc c'était hyper difficile, hein, surtout que il y a beaucoup de guerres de clochers. Il y avait beaucoup de compétitions. Me faire ma place, ça a été d'abord une femme. Ma mère avait été une femme, une des premières vigneronnes. Je sais que vous avez une question sur ma mère, donc c'est l'occasion d'en parler. Ma mère a été la première vigneronne réellement du Médoc à mettre des bottes. Elle a mis 2 ans à rentrer dans un chai parce qu'elle a repris les propriétés familiales en 76, pardon, et elle est rentrée dans les chais en 78. Le maître de chai l'avait interdit d'entrer dans les chais. Mais c'est une femme très volontaire. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, tout était tracé. Le fait d'être une femme, pour moi, c'était vraiment un avantage. Parce que maman avait vraiment travaillé et tracé ce chemin. Et finalement, comme j'étais qu'entourée d'hommes, le fait d'être une femme, c'était réellement un avantage. Moi, j'ai toujours vu comme ça. Par contre, il faut travailler plus. Il faut travailler pour être crédible. Donc, aujourd'hui encore, c'est le cas? De moins en moins, mais oui, une femme doit travailler davantage. Bon, en général, elles sont très travailleuses, naturellement plus que les hommes. Et c'est votre mère qui s'occupait des propriétés dans la famille? Oui, en fait, mon grand-père avait 5 enfants, et donc 4 garçons et une fille, et c'est à maman qu'il a confié les propriétés viticoles, absolument. Alors, avant leur décès, les propriétés familiales, parce que si on les dénombre, il y a quelques jolis bijoux quand même. Donc il y avait Ferrières, Aubage Libéral, mais il y avait Chaspline, Gruau-Larose, Citran, est-ce que j'en oublie? Non. Lagurgue. Non, et Lagurgue, ouais, mais en fait, oui, dans l'ordre, c'était d'abord Chaspline, que mon grand-père a acheté en 76, après Château-Lagurgue en 78, Aubage Libéral en 81, Ferrières en 88, Citran en 96 et Gruau-Larose en 97. D'accord. Et voilà, donc en fait, on avait un joli panel de propriétés, puis on avait aussi des affaires de négoce, une en Bourgogne, une dans la Loire. Donc et mon père, en 86, a repris la direction générale de toutes les maisons de négoce. Voilà. Alors, donc, qui s'appelait le groupe Taillant. Qui s'appelait le groupe Taillant, qui est le nom de ma grand-mère, en fait, de la femme de mon grand-père, Jacqueline Taillant. Voilà. Mon grand-père s'était associé avec son beau-frère, Bernard Taillant. Et aujourd'hui, c'est votre oncle
C'est mon oncle Denis Merlot qui a repris tout le groupe, je dirais tout le groupe de négoce. Bernard Taillant, et voilà. Et il a une partie de Grue-la-Rose également. Et aujourd'hui, les propriétés, vous ne vous occupez que de... Alors, la Gurgue, on n'a pas parlé de la Gurgue. Qu'est-ce que c'est que cette petite propriété à Margaux ? Alors, la Gurgue, maintenant, est incluse en Ferrières. Mais quand on a racheté la Gurgue, d'ailleurs, mon grand-père ne trouvait pas ça très raisonnable parce que ma mère avait complètement flashé sur une propriété. Donc, c'était un cru bourgeois supérieur en 1932. C'est 12 hectares, c'est un petit vignoble, mais avec des très très belles vignes, de très beaux terroirs. C'est ça, oui. Et quand on a racheté Ferrières, après, on a fait le choix de vinifier et la Gurgue et Ferrières dans le même endroit, dans le même chai. Dans le même chai, oui. Et comme ça, la Gurgue profite évidemment des installations d'un troisième grand cru classé. Mais c'est toujours identifié sur son terroir. Et donc, on peut acheter encore du Château Lagurgue. Et on achète du Château Lagurgue. Je fais à peu près 40 000 bouteilles dans les bonnes années de Château Lagurgue. Et voilà. Et c'est probablement un des meilleurs rapports qualité-prix de l'appellation Margaux. Mais ça, on va en parler aussi avec votre mari, avec Gonzague. Vous faites partie des premiers dans le Médoc à vous orienter vers la biodynamie. Qu'est-ce qui vous a motivé d'aller vers la biodynamie ? Alors, on a chacun fait ça de façon très différente. Je dirais avec des cheminements différents pour arriver au même résultat. Moi, j'ai un passé de chimiste, j'ai fait pas mal de chimie physique, et quand en 92-93, je me suis complètement immergée, donc j'ai appris à tailler, j'ai appris à vinifier, je me suis inscrite au DUAD et puis à la fac d'œnologie. Enfin, j'ai voulu vraiment beaucoup apprendre, et puis je sortais d'étudiante en fait. Donc, et tout allait très bien, ça m'a énormément intéressée, c'était vraiment le vivant qui me plaisait, mais quand j'ai appris tout ce qu'on mettait dans les vignes, dans les années, début des années 90, là j'ai arrêté de courir dans mes vignes. Et je me suis dit, c'est pas possible, hein. On en perd en fait le sens des choses. On traitait tous les 14 jours et entre-temps, on rentrait plus dans ses vignes. Donc, je me suis dit, enfin, au début, on subit tout ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, ce produit, c'est le produit miracle contre telle maladie. C'est comme quand on se soigne. Médecine, voilà. Ouais. Et puis, peu à peu, je me suis dit, mais en fait, il y a une maladie, il n'y a jamais une solution, il y a toujours un ensemble de solutions. Et donc, peu à peu, moi, je mangeais déjà très bio, j'étais super, je dirais, engagée sur beaucoup de choses. Et j'ai des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas des vins bio dans les années 2000, 2001, etc. J'ai dit, mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais plus que du bio, c'était vraiment la biodynamie, le côté holistique de la biodynamie. C'est-à-dire, la bio, on interdit tous les produits de synthèse. Mais la biodynamie, c'est prendre le végétal dans son ensemble, avec tous les éléments qui l'entourent. C'est une vision beaucoup plus large. Moi, je l'ai fait, vraiment, j'ai voulu prendre ça. Je crois que j'ai eu la première formation qui se faisait à Bordeaux en 2004. Ouais. C'était dans le fond de l'entre-deux-mer. On était 4 élèves. Et pour vraiment apprendre ce que c'était que la biodynamie. Moi, je l'ai fait vraiment pour des raisons, je dirais, environnementales et des raisons de bon sens, en fait. Mais Gonzague, mon mari, l'a fait vraiment pour des raisons de dégustation. Il se rendait compte qu'il y avait vraiment une dimension bien supérieure sur des vins en biodynamique, sur des vins en bio, qui parfois étaient un peu raccourcis. Peut-être, on parlait tout à l'heure de un peu liquide, un peu étriqué, alors que dans la biodynamie, les vins sont tellement plus larges, tellement plus, je dirais, consistants. Et je sais que vous allez me poser la question après, donc je ne vais pas tout répondre. J'ai plein de questions, mais on peut parler dans le désordre quand même. Donc, si vous voulez aborder la question du goût du vin, oui. La particularité du goût du vin, c'est vrai qu'on gagne en précision, on gagne en digestibilité, on gagne en précision de tanin. Alors, c'est très amusant parce qu'en fait, moi, je suis scientifique et j'adore expliquer les choses scientifiquement. Et on peut être faire de la biodynamie, être scientifique, ça va très bien. D'ailleurs, la formation que j'ai faite en 2004, sur les 5 étudiants, il y en avait 3 qui étaient des scientifiques purs. Hein. Donc, on peut... En fait, le tanin, finalement, c'est les anthocyanes, c'est les polyphénols, c'est la défense de la plante contre les maladies. À partir du moment où le raisin va rougir, il ne sera plus attaquable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de milieu, il n'y a plus d'oïdium, on ne traite plus, c'est génial. On est tranquille, on peut partir en vacances jusqu'au qu'on mange. Et donc, le tanin, et si on mange trop de tanin, nous, on peut en mourir en fait. Le tanin, ça attaque. C'est-à-dire qu'en fait, la défense de la plante, elle va attaquer. C'est-à-dire que s'il y a des bactéries, des champignons, n'importe quoi, des insectes qui vont manger, les tanins qui sont des polyphénols vont attaquer et détruire en fait les parasites. Donc, une vigne qui fait des tanins pour se défendre,
aura des tanins et aura une qualité, je dirais, un équilibre en bouche différent d'une vigne qui est sous antibiotiques toute sa croissance. Et combien ça a mis de temps pour que votre vigne passe on va se dire, qu'elle se stabilise entre la période où elle était en conventionnel, on va dire, et aujourd'hui? Est-ce qu'il a fallu... Alors, moi, je dis souvent, je parle de voit génération. Je parle d'une génération. Une génération parce que d'abord, il faut au moins 10 ans. Enfin, moi, dans mon cas, hein, je pense qu'on peut aller plus vite aujourd'hui avec tous les outils qu'on a, avec les connaissances qu'on a. Mais moi, il m'a fallu bien 10 ans pour retrouver une vie des sols, pour comprendre qu'il fallait beaucoup moins labourer, qu'il fallait repartir sur des couverts végétaux. Vous avez dû voir des photos, mais voilà, redonner de la vie du sol et permettre à la vigne de retrouver un peu de vigueur et de vitalité. Parce qu'il faut savoir que dès qu'on part en bio, on va travailler de façon très différente. Donc on va détruire aussi des racines en décavaillonnant. Donc on va affaiblir beaucoup la vigne. Et la vigne, elle va mettre 10 ans. Hein. En gros, elle perd un peu en rendement. Ouais, elle va stresser, elle va souffrir. Donc les vins seront probablement moins équilibrés, moins accomplis, on va dire. Donc moi, c'est à peu près 10 ans où j'ai trouvé des vins un peu plus austères, des petits rendements, voilà. Et à partir de 10 ans, on commence à retrouver un équilibre. Il y a des années toujours difficiles, hein, mais voilà, on retrouve un sol vivant, du carbone dans les sols, de la vie microbiologique, une vigne qui se défend mieux. Elle se défend pas toute seule, hein, ça c'est de la théorie, hein, mais elle se défend mieux, elle s'alimente mieux. On a besoin d'apporter beaucoup moins de produits extérieurs en fait. Mais après, il faut encore 10-15 ans pour que les gens reconnaissent que le vin est meilleur. C'est pour ça que j'aime bien parler de génération. Parce qu'on ne vend pas les vins plus chers parce qu'on est en biodynamie, surtout quand on est un grand cru classé. Alors je pense que dans le public, tout le monde n'est pas vigneron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que la biodynamie par rapport au bio ou par rapport au conventionnel? Pour qu'on sache bien, qu'on comprenne. Bien sûr. Alors, le conventionnel... Comment on cultive une vigne en biodynamie? Alors, d'abord, j'aime bien raconter un petit peu l'histoire de la viticulture, je dirais jusqu'au début du XXe siècle. On travaillait peu les sols, hein, parce qu'on n'avait pas de tracteur, on le faisait avec des animaux, donc on labourait légèrement pour pouvoir sortir les mauvaises herbes. Mais voilà, tout était complètement naturel. Et puis après, on a commencé avec le pétrole, et tout, on a commencé à labourer de façon beaucoup plus puissante les sols. On se rendait compte qu'en labourant, en fait, on a rapporté de la fertilité dans les sols, parce qu'on rendait toute la matière organique accessible à la plante, mais au bout de quelques années, en fait, on appauvrit le sol parce que toute la matière organique est digérée et en fait, toute la vie microbiologique est détruite, hein, avec les labours, dans 1 gramme de sol, on a des milliards de bactéries et des millions de champignons. Donc, le fait de les remuer comme ça, au bout de quelques années, on perd la fertilité des sols, on décarbonise les sols. À chaque fois qu'on laboure, le carbone, il part du sol, il repart dans l'air. On contribue énormément au réchauffement climatique. Donc, on s'est mis à inventer les engrais, hein, donc notamment les nitrates, etc. Donc les engrais qui sont en fait une solution qu'on met dans le sol. C'est comme si un enfant était nourri à la mayonnaise et au Coca-Cola. C'est-à-dire qu'en fait, ces engrais chimiques en fait n'apportent absolument pas de vivant dans le sol, mais apportent des sucres directs. Enfin, en tout cas, de quoi faire grandir la plante, et la plante se met à grandir très vite. En fait, ça devient une culture hors sol, mais dans le sol. Et voilà, et elle devient malade, hein, parce qu'elle grandit trop vite. Elle n'arrive pas à gérer son azote et elle va grandir trop vite, et donc elle est malade. Et donc on a inventé les pesticides. Donc ça, c'est l'histoire du XXe siècle. Alors les pesticides sont de plus en plus, je dirais, étaient de plus en plus efficaces. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, on traitait tous les 14 jours. Et donc, c'est des produits de synthèse qui rentrent dans la sève et qui va protéger les jeunes rameaux. C'est ça. Donc, ça a à peu près un effet de 14 jours. Donc, on balançait. Donc, il y avait des résistances. On avait tout un programme qui était dicté par nos fournisseurs de produits en général. Donc, c'était des gros chèques à faire. Hein, mais voilà, qui nous expliquaient un petit peu. Il faut mettre telle molécule à tel endroit, telle molécule à tel endroit. Et puis, on n'était absolument pas maître de sa viticulture. Je crois que dans l'agriculture conventionnelle, c'est exactement la même chose. Tout à fait, oui. Et c'était des entrants extrêmement chers. Mais une fois qu'on avait son programme, on déroulait. Et puis tout était simple. Le bio, donc, c'est interdiction des produits de synthèse et des pénétrants et des produits systémiques. Systémiques, c'est ceux qui suivent la sève. Tout à fait. Et qui protègent donc les nouveaux rameaux. Donc le bio, c'est que des produits naturels. Donc déjà, c'est une étape en plus. Donc produits naturels, produits de contact. Donc dès qu'il pleut, il faut passer derrière. Donc quand il pleut 4 fois par semaine, on traite 4 fois dans la semaine. C'est extrêmement contraignant par rapport à ça. Mais la notion de bio, elle est juste ça. On interdit les produits de synthèse, on interdit la chimie, on ne parle que de produits naturels.
dans la biodynamie, en fait, c'est tout son ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, la plante, on doit l'aider à se défendre par elle-même, on doit l'aider à s'alimenter par elle-même. Donc ça passe par évidemment la vie du sol. Les couverts végétaux, vous avez pu voir des photos tout à l'heure. Donc les couverts végétaux, casser la monoculture avec de la diversité, implanter des haies, nous on fait aussi de l'agroforesterie, implanter des arbres dans la vigne, etc. Et puis évidemment la notion des cycles lunaires, évidemment pleine lune, sans lune. Donc évidemment on va travailler sur des plantes, beaucoup de phytothérapie également, des préparations biodynamiques. Des tisanes, voilà. Qui vont aider à la vigne à être plus résistante. Alors, ça peut paraître un peu ésotérique pour certains, mais tout a une explication scientifique hyper claire, en fait. Oui, et puis à l'INRA, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question et qui ont prouvé la pertinence de la résistance des... Et ça a beaucoup chamboulé. Oui. Ça a beaucoup, parce qu'en fait, notamment à l'INRA, il y a Lionel Ranjard qui a fait un atlas de la vie microbiologique des sols. Et il s'est rendu compte qu'un sol conventionnel était peut-être 2 fois moins riche en vie microbiologique qu'un sol bio. Oui. Mais entre un sol bio et un sol biodynamique, le sol biodynamique était 100 fois plus riche qu'un sol bio. Parce que justement, tout est en compte, en fait. Donc, c'est presque de la permaculture, en réalité. Donc, voilà, on tient compte de tout et on tient compte aussi des énergies, bien sûr. Alors, il y a à Aubage Libéral, en particulier, vous avez fait une expérimentation qui est incroyable, où vous ne touchez plus à votre sol. Et donc, c'est un enherbement permanent. Et on a l'impression de marcher sur un tapis, tellement c'est dense, tellement c'est souple. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et vous avez mis des années à arriver à ce résultat. C'est un travail incroyable. Et ça, on aimerait le faire sur tout le vignoble. Mais après, c'est une question aussi de fertilité. On a des sols plus riches que d'autres. Là, on est sur un enherbement permanent, effectivement, sur 4 hectares à Aubage, où on est sur un sol naturel. Donc on tombe. Mais par contre, on tombe parfois 1 fois par semaine, ce qui n'est pas terrible non plus. Mais par rapport aux engins et aux tracteurs. Mais par contre, on a une fertilité, on a un sol noir de carbone et on a plus de 25 espèces d'herbes dans la vigne qui évoluent au fur et à mesure. On peut se nourrir. On a fait toute une reconnaissance l'été dernier avec une botaniste où on s'est fait des salades avec tout ce qu'il y avait dans nos couverts végétaux et dans nos vignes. On s'est fait une énorme salade, c'était délicieux. Il y a plein de choses à manger, il y a plein de choses et on retrouve énormément de vie microbiologique et de biodiversité en fait. Donc ça c'est formidable et c'est beaucoup moins on n'a pas besoin de labourer, on n'a pas besoin de semer, donc c'est des économies en moins. Après il faut quand même contrôler. Il faut le gérer, quoi. Parce qu'en fait, on a des vignes qui sont à 10 000 pieds hectares. Donc, à Aubage Libéral comme à Ferrières, on est sur les densités les plus élevées du monde. Et il faut savoir que gérer des couverts végétaux sur des pieds qui sont juste à 1 mètre l'un de l'autre, c'est extrêmement... 10 000 pieds hectares, c'est 1 mètre par 1 mètre. Ouais. Chaque pied est dans un sens comme dans l'autre et planté à 1 mètre l'un de l'autre. Et c'est vrai que souvent on dit mais dans le Médoc on a des vignes basses. Elles sont basses parce qu'elles sont très près du sol et très proches pour créer cette compétitivité entre chaque pied. Peu de rendement par pied, mais voilà, des vins de grande complexité. Et certains vignerons sont encore réticents à l'idée de la biodynamie. Et est-ce que vous avez douté un jour de votre choix? Est-ce que vous êtes dit finalement je me suis trompé ou des découragements, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Alors non, moi je pense que, en fait, je tiens le bon bout, c'est-à-dire que je suis sûre que c'est la bonne chose à faire et je suis sûre que tout le monde va être obligé de faire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, va être obligé d'aller vers cette culture, en tout cas vers la biodynamie. Aujourd'hui, alors moi j'ai parfois des difficultés quand il y a plusieurs années où j'ai très peu produit. 2024, j'ai fait le tiers de ma récolte, donc économiquement c'est vraiment très difficile. Mais en termes de conviction, non, parce que j'ai tellement appris en 20 ans. On apprend tellement les choses, chaque année est différente, chaque année on apprend quelque chose de plus. Il y a tellement de connaissances aussi sur la vie des sols, sur l'équilibre des vignes, il y a de plus en plus de recherches, ça intéresse de plus en plus de monde. On est des grands crus classés, on se doit être exemplaire. Et en plus dans la chimie, aujourd'hui de plus en plus, beaucoup de produits sont interdits et heureusement, ou vont être interdits. Il y a de plus en plus de résistance, il y a de plus en plus c'est comme les antibiotiques, il y a de plus en plus de problèmes et il faut vraiment trouver des méthodes alternatives. Oui, parce que par exemple, on prend le mildiou l'année dernière avec une année extrêmement pluvieuse. On a eu un mildiou qui était virulent, résistant même aux produits chimiques standards, en fait. Ouais. Et l'année dernière est un très bon exemple, Jérôme, parce qu'en fait, je dirais, il y a des bios qui ont beaucoup souffert, mais il y a des bios qui ont super bien réussi.
Oui, c'est Et vrai. il y a des conventionnels qui ont très bien réussi, mais il y a beaucoup de conventionnels qui ont énormément perdu aussi. Donc, avec le réchauffement climatique, c'est vrai qu'on a des printemps de plus en plus précoces, et puis suivis d'épisodes pluvieux de plus en plus, je dirais, pluvieux. Hein, donc, c'est quand même assez compliqué, plus des périodes de gel. Oui. Donc, on se retrouve quand même sur des conditions extrêmes très, très compliquées. Et c'est vrai que quand on a une vigne plus résistante, plus forte, de la biodiversité, je pense qu'on parie pour l'avenir. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de grands crus classés ou de propriétés phares qui suivent ce chemin. Mais aujourd'hui, enfin, quand on prend les crus classés de Bordeaux, Bordeaux est en moyenne à peu près à 20% de son vignoble en bio, et les crus classés sont à plus de 30%. Ah ouais. Donc il y a quand même, ça veut dire qu'ils sont moteurs. Et quand on voit des gens comme Lafite, Latour, les premiers qui s'orientent vers ça, pour vous c'est encourageant, Ah oui, Château Margaux aussi, hein, je crois que c'est Margaux, la oui. deuxième année en bio. Non, c'est plus qu'encourageant, je dirais, ils doivent le faire et ils se doivent de le faire. Donc c'est marrant parce que dans la biodynamie, vous trouvez des petits vignerons. Alors moi je me considère comme petit vigneron parce que c'est des petits vignobles et puis même si c'est des grands crus classés, ça reste familial. Et puis les grandes propriétés détenues par des Arnaud, des Pinot, des Chanel, etc. Ou des Roederer et ces grosses fortunes et c'est souvent par là que ça avance. C'est soit des gens qui ont compris que pour le marketing la chimie ne pouvait plus fonctionner par des problèmes de résidus et par des problèmes d'éthique en fait. Et puis les petits vignerons qui sont complètement convaincus aussi et pour pouvoir laisser une terre, je dirais, plus saine à ses enfants et se dire il faut trouver du sens dans la viticulture et ça se retrouve dans les vins en fait. Les vins sont meilleurs. Ah, tout à fait. Et alors, vous avez deux propriétés qui sont toutes les deux situées dans le Médoc. Est-ce qu'il y a des différences climatiques? Parce que de Bordeaux, on peut se dire, le Médoc, c'est le même climat, que ce soit à Margaux ou à Pauillac, mais les maturités, la climatologie, est-ce qu'il y a des grosses différences entre Ferrières et Aubage libéral? Oui, alors il y a beaucoup de différences dans les vins. Les vins sont très très différents, et pas que par le cépage, bien sûr. On a des terroirs différents, bien sûr. Alors quand on dit terrasse 4, type 4, c'est les terrasses topissimes, c'est les terrasses de Grave, qui sont qui viennent de la déglaciation, où les rivières étaient immenses Voilà, et apportaient énormément de cailloux. Et en fait, les dépôts, les rivières qui étaient immenses sont devenues nos terroirs. Mais il y a énormément de nuances entre chaque terroir et entre chaque Grave. Le climat change aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir un orage à Pauillac, à Aubage-Libéral qu'on n'a pas à Ferrières et inversement. En tout cas, il pleut moins dans le Médoc, par exemple, qu'à Bordeaux. On a 30% de moins de pluie dans le Médoc que la station de Mérignac. Et donc, il y a des fois, c'est le nord du Médoc, c'est Pauillac qui est plus, je dirais, qui est plus pluvieux, qui est moins pluvieux ou plus pluvieux. Donc, il y a des grosses variétés. Et le cépage est important, mais la nature du terroir est très différente. Et cette année, c'est très rigolo parce qu'on présentait nos vins avec Durfort-Vivens et Aubage-Libéral et Ferrières régulièrement sur les primeurs. Et sur le 2024, entre Aubage-Libéral et Durfort-Vivens, c'est strictement le même assemblage. On aurait voulu faire la chose, on n'aurait pas réussi. Et les vins sont totalement différents. Ouais. Alors que, et pourtant, on est dans le Médoc. Et donc, c'est évidemment... La proportion de Cabernet Sauvignon Merlot, c'est combien? Alors sur les propriétés, alors moi sur Aubage Libéral, je suis à plus de 90% de Cabernet Sauvignon. Ouais. C'est très Pauillac, hein. Pauillac, on est très Cabernet. Et puis après c'est Merlot et un tout petit peu de Cabernet Franc qu'on a replanté récemment. Sur Ferrières, j'ai un peu plus de Merlot, mais c'est très aussi Margalais. À part Durfort-Vivens, qui est très très Cabernet Sauvignon, la plupart des Margaux ont plus de Merlot. Oui. Mais c'est historique en fait. Donc j'ai à peu près 30-25% de Merlot, mais des très vieilles vignes. J'ai des petits verres d'eau, j'ai des Cabernet Francs et à peu près 65% de Cabernet Sauvignon. Et alors, comment ça se passe au moment des vendanges? Parce que ça mûrit en même temps. Est-ce qu'il y a un décalage d'une semaine ou de quelques jours? Ouais, alors en général, est-ce que vous passez votre temps en voiture? Mince, il y a telle parcelle à Pauillac à ramasser. Comment ça se passe? Ouais, alors en fait, en général, les merlots mûrissent avant. Après, c'est les Cabernet Sauvignon précoces, les petits verres d'eau au milieu, etc. En fait, historiquement, on connaît un petit peu les parcelles plus précoces, des plus tardives. C'est Margaux qui mûrit en premier ou est-ce que c'est plutôt Pauillac? Non, parce que sur Aubage, comme on est au bord de la rivière, on est vraiment, on ramasse à peu près les merlots au même moment à Aubage et à Ferrières, parce que on a cette proximité de la rivière qui fait vraiment un microclimat. Avec Château-Latour, on est les premiers à ramasser à Pauillac, en règle générale. Oui. Alors, en général, une vendange normale, c'est à peu près sur 3 semaines.
Et on va ramasser à peu près 10-11 jours sur les 3 semaines. Il y a des années où il faut tout ramasser d'affilée parce que ça s'abîme, parce qu'il pleut. Et il y a d'autres années où on met un peu plus de 3 semaines, on prend vraiment son temps, on va ramasser 2 jours, on s'arrête 2 jours, on ramasse 2 jours. Et c'est la dégustation. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer notre temps dans les vignes à goûter le raisin. Et c'est la maturité des tanins qui fait le déclic de la vendange. Ouais. Alors, vous avez été récompensé l'an dernier comme vigneronne de l'année par la Revue du Vin de France. Merci. Je ne suis pas pour grand-chose, mais et notamment, votre travail était salué pour l'évolution du style des vins, qui a un style effectivement à part par rapport à d'autres propriétés. Et quelle est votre ligne directrice dans l'élaboration de vos vins? Quel est votre guide dans l'élaboration de vos vins? Alors en fait, d'être le moins interventionniste possible. Ouais. Quand j'ai commencé en 93-94, je sortais de la fac de No, on apportait des enzymes, on apportait plein de trucs, on achetait plein de trucs au labo parce que ça c'était le produit miracle qui allait apporter le gras au vin. On extrayait énormément, et j'étais super interventionniste. Aujourd'hui c'est totalement l'opposé, c'est-à-dire qu'une fois que la vendange, donc évidemment on sélectionne extrêmement les raisins pour que tous les raisins soient magnifiques quand ils rentrent dans la cuve, mais après on fait quasiment plus rien. Donc en fait on va laisser la vinification se faire avec des levures naturelles, bien sûr, qu'on a sélectionnées et qu'on a élevées. Et donc, on levure avec nos levures naturelles. Et les fermentations se passent toutes seules. On n'apporte ni chaud, ni froid, même si on a tout pour ça. Et on fait des fermentations où on n'extrait quasiment plus. On fait peut-être on fait un remontage par jour, alors qu'à une époque, on en faisait 4. C'est ça. Il y a 20 ans. Un remontage par jour. Donc, des choses très, très peu interventionnistes. Et bon, je pense qu'aussi les années qui sont aussi bien plus chaudes qu'il y a 25 ans nous permettent aussi de peu extraire parce que c'est presque une infusion en fait. Et donc aujourd'hui, la ligne directrice en fait, elle est le raisin. Je cherche pas à impacter avec la pâte du winemaker ou de l'œnologue. C'est vraiment le raisin qui doit s'exprimer. On a un terroir d'excellence qui a été reconnu depuis plus de 300 ans pour les qualités. Donc en fait, il faut vraiment arriver à exprimer ce terroir d'excellence. Donc après, on va faire peu d'extraction. On travaille les presses, c'est-à-dire qu'une fois qu'on écoule les cuves, on va presser les pots et on se sert de ces vins de presse comme des vins de médicaments. C'est-à-dire qu'on va apporter un peu de vin de presse au moment de l'assemblage. Mais la presse est très riche. Elle est très riche en gras, elle est très riche en tanins. On a plein de qualités de presse parce qu'on les presse de façon extrêmement précise. Et en fait, quand on construit le vin, on va mettre tous les jus de goutte qui sont les meilleurs pour le grand vin, Aubagie Libérale et Ferrières. Et après, on va mettre toutes les meilleures presses. On a par exemple 30 cuves de grand vin et 15 cuves de presse. Et, 30 cuves de vin et 15 lots de presse. Oui. Et on va rajouter ces presses, on va mettre 0,5% de celle-ci, 0,3% de celle-ci pour construire le vin et pour apporter exactement les tanins qu'on veut sans apporter trop de tanins. Et donc aujourd'hui, je dirais le style de mes vins, c'est un style avec des tanins extrêmement gourmands. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune austérité. Il faut pouvoir avoir quand le tanin est grand, il est délicieux dès le début. Oui. Voilà. Il ne doit absolument pas être austère. Et aujourd'hui, on élève aussi avec des barriques, bien sûr, mais on a aussi des amphores, on a des cuves béton ovoïdes, on a plein d'élevages alternatifs qui nous permettent d'accompagner le tanin pour qu'il soit le plus souple possible, le plus croquant possible. Et je crois qu'à Aubagie Libérale, comme à Ferrières ou même à Durfort-Vivens, on peut prendre une bouteille, même un 2023 qui va être mis en bouteille ou un 2020 qui est en train d'être mis en bouteille, on peut la prendre, on peut déjà la boire maintenant. Mais on peut l'attendre 40 ans. C'est-à-dire que le tanin est très souple, très délicat, très précis et très onctueux. Voilà. Et avec beaucoup de fruits, évidemment. On préserve énormément de fruits. Donc il y a un côté très glouglou, très accessible. Très accessible, oui. Et très vivant. Voilà, vivant. Ah, c'est bien dit. Avec Gonzague, vous élaborez, chacun sur vos propriétés, des vins, des cuvées différentes. Alors voilà, on a parlé des cuvées élevées en globe, en amphore, vous faites des vins sans soufre, vous expérimentez énormément de choses.
C'est nécessaire pour vous, c'est une forme de stimulation intellectuelle d'essayer tout ça, vous avez des vignes résistantes aussi. En fait, soit on reste dans son petit fauteuil et on passe ses petits traitements tous les 14 jours et puis on fait toujours la même chose, soit quand on sort de sa zone de confort, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est une vraie prise de risque. Et il faut faire des expérimentations en permanence. Surtout quand on a commencé il y a 20 ans la biodynamie, on n'avait pas du tout la connaissance et les outils qu'on a aujourd'hui. Et alors le plus difficile pour moi, ça a été, je le dis parce que c'est important, c'était moi j'avais ces convictions, mais il fallait aussi que mes équipes soient convaincues. Elles l'ont été, hein, mais il a fallu un peu de temps pour les convaincre, parce que on n'est plus à la maison le samedi et le dimanche. S'il faut traiter le dimanche, et ça arrive très souvent, on est sur le tracteur, on est dans ces vignes tous les jours. C'est une vraie prise de risque. Et donc, voilà, ce qui a été quand même le plus compliqué, c'est de pouvoir convaincre les équipes qui aujourd'hui sont plus que convaincues. Et c'est vrai que on expérimente de façon permanente. Et c'est en fait ce qui va nous stimuler. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, cette année, j'ai fait cette bêtise, on a fait ça, pas au bon moment, donc l'année prochaine, on va faire mieux. Et on est tout le temps en progrès, on est tout le temps à vouloir grandir, à vouloir progresser. Et donc, évidemment, on progresse en faisant des expériences, en faisant aussi des mises en bouteille de nos expériences, en essayant telle et telle chose. Et donc, c'est une recherche permanente. Et moi, ça fait 32 ans que je fais ce métier, mais je ne m'embête jamais. Je veux dire, le matin, je me réveille, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller retrouver les équipes, essayer de remettre des choses à jour. Donc voilà, c'est une effervescence permanente. Mais ce soir, d'ailleurs, on va goûter un vin en particulier que vous avez fait. C'est Cérès, la cuvée Cérès, qui vient de Aubage Libéral, et c'est un vin sans soufre. Absolument. Donc en fait, alors je ne sais pas pour... Nous, on est certifié Déméter. Donc, Déméter, c'est la certification biodynamique internationale. Je suis aussi Biodivin, qui est une petite certification plus européenne et plus française. Il faut savoir que quand on est certifié Déméter, c'est quand même, par rapport au bio, c'est beaucoup plus compliqué. Comme je vous disais, le bio, on interdit les produits de synthèse. La biodynamie, on interdit même une certaine fertilité. On est très limité sur les engrais. On peut n'apporter que 30 unités d'azote par an et par hectare, ce qui est extrêmement peu. C'est-à-dire que si le sol n'est pas auto-fertile, la vigne, elle crève, en fait. Bien sûr. Donc, dans la biodynamie, pratiquement tout est interdit, en fait. L'idée de la biodynamie, c'est qu'une vigne soit autonome. Elle ne pourra pas, en tout cas pas à Bordeaux, parce qu'on a des sols trop pauvres. Mais par contre, il faut l'aider à être le plus autonome possible. Et dans le chai, c'est la même chose. Dans le chai, tout est interdit, en fait. Donc, les levures sont interdites. Il faut faire nos propres préparations et nos propres levures naturelles du vignoble. Beaucoup de choses sont interdites. La seule chose qui soit acceptée, qui soit extérieure au raisin, c'est le soufre, mais 2 fois moins qu'un vin conventionnel. Alors pour ceux qui savent peut-être pas, le soufre, c'est un antioxydant qui a été apporté par les Hollandais au XVIIe siècle et qui, grâce à nos amis hollandais, nous a permis de garder des vins, parce que c'est un antioxydant, c'est un antiseptique. Et c'est grâce à ça qu'on a pu garder des vins des années en bouteille et en barrique, etc. Mais on utilisait le soufre, d'après nous, en tout cas, de façon trop importante. Et le soufre, c'est donc antioxydant, antibactérien et antiseptique, mais ça va casser le fruit, ça bloque le fruit, et ça assèche les tanins. Et donc, avec Déméter, le fait d'être obligé d'utiliser beaucoup moins de soufre, ça nous a complètement, je dirais... fait réfléchir sur l'idée de... Il a fallu se réinventer complètement, en fait. Oui. Parce il y a beaucoup de propriétés, même Palmer, même Latour, elles ne sont pas Déméter 20, parce qu'en fait, c'est vraiment une vraie contrainte. Et d'ailleurs, sur la photo, vous voyez, c'est des petites cuves, c'est des formes, c'est des œufs, en fait, c'est des œufs ovoïdes. Donc on a des barriques et on a ces œufs ovoïdes en béton brut qui nous permettent de garder le vin sans on n'a pas besoin de soutirer, on n'a pas besoin d'apporter de soufre. Ça nous aide à garder les vins avec zéro soufre ou avec très peu de soufre, parce qu'il y a du béton brut qui va apporter un tout petit peu d'oxydation, mais suffisamment pour que le vin n'ait pas besoin d'être soutiré, mais pas trop pour pas avoir apporté de soufre. Donc en fait, on s'est réinventé sur les contenants et on s'est rendu compte que en fait, utiliser moins de soufre, c'était formidable parce que les vins étaient tellement meilleurs. Donc on s'est amusé à faire des vins sans soufre. Non, mais on va goûter ce soir. Donc Cérès, peut-être j'en parle un petit peu, c'est une cuvée, donc vin nature, parce que souvent les gens pensent que vin nature c'est mieux que le vin bio, mais en fait aujourd'hui il y a une certification vin nature, c'est vin méthode nature, et on est obligé d'être bio heureusement. Mais on peut, en fait vin nature c'est uniquement pas de soufre au chai.
c'est tout. Voilà. Et c'est très réducteur, ça a un nom très fort, alors que c'est juste pas de soufrocher. On peut faire des vins nature avec une vigne conventionnelle. Sur le vin que vous allez goûter tout à l'heure, c'est une cuvée qui est en agroforesterie. Donc on a planté des arbres dans la vigne. On est à peu près à 80 arbres plantés au milieu des vignes pour apporter de la biodiversité. L'arbre, il a un rôle, je dirais, il va tempérer, il va absorber l'eau quand il pleut et rétrocéder l'eau avec l'évapotranspiration quand il fait très chaud. Il va apporter la biodiversité, il va apporter les oiseaux, il va amener les chauves-souris aussi qui sont nos meilleurs amis. Et c'est avec le système aussi, il va communiquer avec les vignes grâce à tout ce qu'on appelle le réseau mycorhizien, c'est-à-dire tous les champignons. Donc l'arbre va aider la vigne et on a choisi des arbres qui sont en symbiose avec la vigne, c'est-à-dire qui communiquent ensemble pour apporter plus de force. Et donc Cérès, c'est une cuvée sans soufre ajouté en agroforesterie, donc évidemment en biodynamie. Et Cérès, c'est la déesse de la terre. Tout à fait. Qui est grecque. C'est grec ? C'est latin. Ouais, ma fille est spécialiste. Donc, la déesse de la terre, la déesse de la fertilité, donc Déméter est grecque. C'est la déesse de la fertilité grecque. Et Cérès, c'est la déesse de la fertilité en latin. Et voilà. Donc, c'est un vin qui touche un peu toutes les cases, c'est-à-dire qui est vraiment dans son élément et qui peut se boire très, très, très jeune. C'est ça aussi l'avantage. Ah, et qui est délicieux. Alors, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, pratiquement, vous avez tenté une aventure familiale, tous ensemble, de créer un domaine viticole en Sonoma Valley, en Californie. Comment est né ce projet ? Quelle était l'idée ? Et vous êtes partis vivre là-bas pendant 3 ans quand même. Alors, déjà, avec Gonzague, on n'a jamais travaillé ensemble. On a toujours eu nos propres équipes. Le seul travail qu'on a fait en commun, c'est nos 3 enfants. Et ensemble, d'ailleurs, on s'entendait très bien sur l'éducation des enfants. Mais on a toujours travaillé pour soi. Mon beau-père aurait vu, d'ailleurs, ne voyait pas du tout d'un bon œil que je m'occupe de Durfort-Vivens. Et je pense que dans ma famille, on a toujours vraiment défendu ses propres propriétés et on communique beaucoup, mais voilà, on est vraiment sur ses propriétés, mais on voulait avoir un projet commun, un vin commun, un projet vraiment commun, et on a cherché un peu dans le monde entier. Quand on était jeunes mariés, on est allé beaucoup en Afrique du Sud, on est allé 8 fois ou 9 fois en Afrique du Sud, et chaque fois, avec cet objectif d'acheter un vignoble ensemble. Et puis on a vu les conditions politiques les situations politiques de l'Afrique du Sud quand même. Vraiment un climat économique et de sécurité qui était vraiment pas... Voilà. Donc on a abandonné l'Afrique du Sud, on était au Chili, on était en Argentine, on cherchait d'abord l'hémisphère sud pour pouvoir faire les vendanges l'hiver. Oui, c'est plus confortable. Et puis au final, on n'a rien trouvé. L'Australie, on est allé un peu partout. Et mon beau-père, Lucien Lurton, lui était allé plusieurs fois en Californie, et notamment quand il a donné ses propriétés à ses enfants en 92, il a transmis ses propriétés et il est parti à nouveau en Californie. Et il n'avait cesse de nous dire, mais allez voir en Sonoma. Sonoma, c'est une des régions les plus appropriées pour faire des grands vins et des grands vins dans le futur. Et nous, on l'écoutait que d'une oreille parce que il était visionnaire. C'était un grand visionnaire. Ouais. Et donc, en fait, on est allé pour la première fois en Sonoma en 2011. Et on y est allé avec les enfants, d'ailleurs. Ils étaient encore petits. Et c'était l'été 2011. C'était juste après les subprimes. C'était après la crise. Donc, beaucoup de propriétés étaient sur le marché. Et on a passé nos soi-disant vacances à visiter des propriétés, etc. Et on a eu un coup de cœur total de la région. Et donc en 2012, on a acheté ce vignoble en Sonoma. Mais Sonoma, c'est connu pour ses pinots noirs et pour ses chardonnays, un peu moins pour ses cabernets sauvignons. Alors qu'ils sont délicieux. Alors qu'ils sont délicieux parce qu'en fait, Sonoma est plus proche du Pacifique que Napa. Donc entre Sonoma et Napa, il y a une barrière montagneuse. Les 2 vignobles se situent à peu près à 1 heure de San Francisco. Donc on est, mais dans 2 vallées différentes. Mais dans 2 vallées différentes, et Napa est beaucoup plus chaud que Sonoma. Et donc Sonoma, proche du Pacifique, c'est Pinot Noir Chardonnay, mais proche de Napa, c'est Cabernet Sauvignon. Voilà. Et donc on a acheté un vignoble qu'on a baptisé Acaibo, qui veut dire 3 poissons en indien. C'est un bel hommage. On a 3 enfants et le vignoble, on a 3 grands crus classés, 3 cépages, et puis le vignoble s'appelle Trinité. Voilà. C'est magnifique.
Et on a vécu 3 ans là-bas. Et aujourd'hui, le vin, comment vous le commercialisez? Alors, on a une tasting room et on commercialise une partie sur place où on vend du vin là-bas. C'est un peu le modèle économique californien, classique, américain. On est tout près de la Silicon Valley, donc il y a pas mal. Voilà, donc on reçoit beaucoup de monde enfin beaucoup de monde. On reçoit en tout cas des gens pour pouvoir. Donc on a la tasting room qui marche et puis on a aussi ouvert le vin sur la place de Bordeaux. Donc c'est aussi distribué par les négociants de Bordeaux. Mais justement, là en ce moment, on sort des primeurs. Le contexte économique est quand même difficile, même très dur à Bordeaux. Est-ce que les crus classés souffrent comme aussi? Parce qu'on parle beaucoup des petits Bordeaux, on parle beaucoup de l'arrachage et tout ça, mais est-ce que les crus classés souffrent aussi? En fait, tout le monde souffre. Le problème de notre modèle, en plus nous qui vendons en primeur, en fait, on vit sur la trésorerie des primeurs. Et le problème de la viticulture, autant quand vous êtes une maison de négoce et que finalement vous vendez moins de vin, vous licenciez du personnel. Voilà, c'est difficile, hein, c'est des plants très chers, etc. Mais vous pouvez toujours vous alléger. Quand vous avez un vignoble, notamment nos vignobles qui sont quand même des vignobles de précision, des vignobles à 10 000 pieds hectares, sur des densités extrêmement élevées, il nous faut à peu près un vigneron pour 3 hectares. Donc c'est énorme. Si on licencie nos vignerons, si on arrête de cultiver la vigne, elle est abandonnée en fait. Hein, et on perd la vigne pour toujours. Et c'est vrai qu'on est habitué aujourd'hui, on a des prix de revient qui sont très élevés parce qu'on fait une viticulture de très haut niveau. Et c'est vrai que réduire nos coûts aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas faire. Il faut se réinventer complètement. Et on n'a plus la trésor pour financer tout ça. Donc c'est difficile chez tout le monde en fait. Alors que vos crus classés sortent à des prix plutôt modérés. Alors quand on vous dit que Bordeaux est cher, qu'est-ce que ça vous fait? Bordeaux est cher pour ses 30 principales marques. Voilà. Qui sont les marques qui s'arrachent et qui ne s'arrachent même pas en 2024, alors que les prix sont vraiment intéressants pour beaucoup de vins. Donc c'est des marques internationales qui sont souvent des marques de spéculation aussi, qu'on boit moins. Dans ces 30 marques, il y a les premiers grands crus classés de 1855. Et c'est vrai que ces vins-là, est-ce que c'est des vins de consommation aujourd'hui? J'en suis pas certaine. Mais les autres vins, même dans la classification 1855, il y a des rapports qualité-prix imbattables. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui qu'à Bordeaux, par le système de distribution de la place de Bordeaux, on trouve des vins magnifiques à des prix totalement abordables, parce qu'il y a beaucoup moins de marge. Tous les négociants, les distributeurs, tout le système qui distribue Bordeaux prend moins de marge qu'ailleurs parce qu'en fait, c'est pas protégé. C'est-à-dire je vais vendre au Bas-Gibéral en primeur, je vais le proposer à 50 négociants qui vont le proposer à 50 de leurs clients. Donc au final, on va avoir 2000 clients qui vont avoir les mêmes conditions en fait. Et donc ils sont pas protégés. Donc ce qui pousse aussi à faire des petites marges. Donc aujourd'hui, le consommateur à Bordeaux, c'est probablement là où il trouvera les meilleurs rapports qualité-prix, même dans des vins classés ou dans des très belles bouteilles. Et parce que voilà, c'est un système qui apporte pas énormément de marge et qui est assez compétitif. Donc je pense que c'est la région probablement la plus intéressante. En préparant l'entretien, on a abordé la question de la transmission. Alors, il y a les enfants qui sont là. Est-ce que certains de vos enfants envisagent de reprendre les propriétés? Est-ce que vous en parlez? Comment ça se passe? Alors, je pense qu'avec Gonzague, on a fait un super boulot parce qu'on a acheté un vignoble aux États-Unis, on a fait beaucoup progresser nos propriétés, on a la chance d'avoir un outil de travail remarquable avec des hommes, parce que c'est surtout les hommes qui travaillent avec nous, parce que c'est une richesse, mais c'est une richesse humaine en fait. Mais je pense que la chose dont on peut être le plus fier aujourd'hui, c'est que nos 3 enfants aiment le vin. Et ça, c'est l'éducation. Et quand je vois des amis qui me disent « Oh, mes enfants n'aiment pas le vin », je dis « Mais tu es responsable, parce qu'en fait, c'est l'éducation. Le vin, c'est pas que boire. Quand les gens me disent « Ah, je connais rien au vin, j'aime pas le vin, je connais rien au vin », mais en fait, le vin, c'est du plaisir, c'est du partage, c'est de l'amour. Grâce au vin, on peut visiter. Enfin, la Cité du vin est l'exemple parfait, je dirais, du côté transversal du vin. C'est-à-dire qu'on peut visiter le monde entier. Les plus grands vignobles sont dans les endroits les plus beaux au monde. C'est un vecteur de communication énorme, c'est un vecteur de partage. Grâce à ce métier qu'on fait, qu'on adore, qui est très transversal, parce qu'on s'occupe de la culture comme de la commercialisation, qui nous permet de voyager dans le monde entier, ça nous permet de rencontrer
rencontrer des gens amoureux du vin et de parler d'amour du vin. Donc en fait, c'est quelque chose, c'est un outil extraordinaire et je pense que mes enfants réalisent, ils aiment le vin, mais ils réalisent aussi à quel point ça peut être un épanouissement personnel aussi. Donc voilà, c'est à eux de le dire, mais ils aiment tous les trois le vin et nous avons bon espoir qu'ils, voilà, en tout cas, qu'ils reprennent derrière nous. On les forcera pas, mais pour le moment, je pense que ils sont dans cette. Ce qui est bien, c'est que vous avez 3 propriétés, 3 enfants. Voilà, ça aide. Et d'ailleurs, la biodynamie oblige à regarder le monde de manière holistique, globale. Est-ce que vous pensez vos propriétés comme un tout? Justement, avec les hommes, on parlait des hommes, parce que c'est une équipe, c'est pas simplement un propriétaire, c'est toute une équipe pour faire des vins. Est-ce que vous pensez comme ça? Comment vous abordez, comment vous voyez la propriété viticole? En fait, c'est tout un ensemble. D'ailleurs, nos enfants pourront le dire, on travaille beaucoup trop. Parce que c'est vrai que d'abord c'est très transversal, comme je vous disais. On s'occupe du pied de vigne, du terroir, jusqu'à la commercialisation, jusqu'au voyage, jusqu'à voilà, la dégustation. Donc c'est quelque chose d'extrêmement riche et extrêmement complet. Et avant tout, le travail des hommes. Et pour que l'homme ait pu domestiquer cette liane et pour en faire ce nectar, c'est une histoire de 3-4 000 ans en fait. Et c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'homme qui a besoin de partager. Ça a un côté, je dirais, à la fois religieux, symbolique. Et puis voilà, le partage de boire un vin, enfin de boire un verre ensemble, c'est un lien de communication extraordinaire. Donc c'est vraiment tout un ensemble. Et on peut le voir de façon assez réduite, comme on peut le voir. Et chaque jour, on peut rapporter une couche en fait de complexité, tant sur le vin que tout ce qui l'entoure. C'est un métier moderne finalement. Extrêmement moderne. Et alors là, on vit une crise un petit peu particulière parce que c'est une crise de déconsommation. Dans le monde entier, les gens boivent moins, mais on peut être heureux de dire aussi qu'ils boivent mieux. Et je pense que c'est extrêmement moderne, oui. La viticulture de qualité, c'est une viticulture qui on est tout le temps en train de se poser des questions, de progresser, et pour pouvoir toujours être à la page et pouvoir être mieux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas s'endormir. Donc c'est quelque chose qui restera toujours moderne. En tout cas, merci infiniment, Claire. J'espère que tout le monde dans la salle et en ligne ont pris beaucoup de plaisir. Alors, avant d'aller déguster Cérès après l'entretien, on va passer aux questions dans le public. Et ceux qui sont en ligne, qui nous suivent en ligne, qui ont besoin de poser des questions, ils peuvent les poser. J'aurai une tablette avec les questions qui apparaîtront. Et en attendant, on va rallumer un peu les lumières. On va avoir un micro en mousse carré. Et donc, ceux qui veulent poser des questions. Ah, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas trop le public là. Une première question là-haut. Un jeune homme. Loïc, tu le vois. Levez le bras, monsieur. Voilà. Alors, vous parlez bien dans le micro qui est sur le dessus du carré, du cube. Il marche. C'est bon. Petite consigne, bien parler dans le rond noir qui est sur le dessus. C'est en mousse, donc vous pouvez vous faire des passes, vous ferez pas mal. Juste si c'est trop loin, vous pouvez faire plusieurs passes. Et faites attention aux caméras si vous les envoyez devant. Vous êtes prêts? Allez-y. Bravo. Oui, bonjour à vous deux. Merci pour la présentation très intéressante. J'avais une question, vu que là vous avez un retour sur votre transition, on va dire. On parle souvent pour les viticulteurs de coût et de rentabilité, d'être en biodynamie. Moi, je ne m'y connais pas du tout, je ne suis pas dans le secteur. Mais justement, je voulais avoir votre avis. Ok, vous avez la fibre environnementale, mais au niveau je pense que vous essuyez les plâtres au début. Mais maintenant, est-ce que c'est moins rentable, plus rentable? Donc, voilà. Merci. Alors, je pense que pour que ça soit rentable, je vous parlais tout à l'heure d'une génération. Je crois que c'est 25-30 ans. Moi, j'ai commencé qu'il y a 15 ans. Non, en fait, les coûts de production montent énormément. Alors après, ça dépend d'où on est parti, hein. Mais en général, on peut dire que c'est quasiment le double, parce que voilà, c'est beaucoup plus de temps passé dans ces vignes et des rendements plus faibles. Donc forcément, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on arrive à retrouver quand même un équilibre, alors il y a quand même des années
Par exemple, à Aubage Libéral, où j'ai retrouvé une régularité de rendement depuis à peu près 7-8 ans aujourd'hui. On a commencé en 2004. À partir de 2014-15, on s'est retrouvé avec un rendement relativement équilibré. Bon, avec des années quand même plus basses que d'autres, hein, avec le Midou. Mais après, la reconnaissance n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'en fait, la reconnaissance arrive, mais j'ai pas pu monter mes prix. Les prix, Bordeaux, c'est une vieille histoire. Bordeaux, c'est surtout quand on est grand cru classé de 1855, tout se construit vraiment dans la longueur et dans le temps. Il faut être très patient. Donc aujourd'hui, Aubage Libéral commence à être de plus en plus demandé, mais je peux pas doubler mes prix. Donc je peux monter mes prix que très doucement, et ça va se faire, je vous dis, sur 25 ans. Donc la rentabilité, oui, mais je pense dans une oui, dans 25-30 ans. Donc il faut avoir les reins solides. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonsoir. J'avais une question par rapport, vous avez parlé de vignes résistantes. Je voulais avoir votre avis justement sur les cépages résistants, peut-être un avis dessus. Et on n'a pas beaucoup parlé d'autre chose que vos rouges. Est-ce que vous avez des blancs? Est-ce que vous pensez que c'est important à l'heure actuelle à Bordeaux peut-être de se diversifier? Et est-ce que vous avez d'autres réflexions justement sur des diversifications de gammes autres? Voilà. Ah oui, non mais... Alors le problème de la vigne à Bordeaux, c'est que quand on plante une vigne, on a une récolte qu'au bout de 3-4 ans. Et donc les tendances, elles sont pas toujours faciles. Et puis souvent, ça met 2-3 ans avant de produire correctement. Donc c'est pratiquement une inertie de 7 ans. Donc les modes, elles sont pas toujours faciles à saisir. Donc il faut être souvent visionnaire. C'est pas toujours très simple. Évidemment, il faut... De toute façon, la biodiversité, elle est partout. Elle est dans le vignoble, elle est aussi dans les choix qu'on fait, dans les diversités qu'on fait. Donc je fais des micro-cuvées. J'ai planté... alors j'ai 1 hectare de blanc, ce qui est pas glorieux parce que c'est pas assez aujourd'hui. Mais on a planté 1 hectare de blanc en 2018 et 2019, dont donc 1/3 de chenin blanc pour faire du vin orange, un vin de macération, parce que en fait, ça nous permet de faire des vins sans soufre, parce que j'adore le vin blanc, mais le soufre, je ne supporte pas le soufre, donc ça me permet de pouvoir de boire mes vins. Bon, voilà. Je pense qu'avant tout, il faut faire des vins qu'on aime et dont on est fier. Et puis, on a planté à peu près 60 arts, un demi-hectare d'hybrides, de cépages résistants, mais parce qu'ils étaient intéressants organoleptiquement, parce que je suis convaincue, et d'ailleurs déjà cette année, on l'a vu, qu'une résistance, ça dure un temps. Et au bout d'un moment, elle n'est plus du tout résistante. On a été séduit par la qualité organoleptique. Alors c'était aussi l'idée de baisser les prix de revient aussi, hein, parce que forcément, il faut arriver à produire et surtout avoir un prix de revient qui correspond à peu près à son prix de commercialisation. Autrement, on est complètement à côté de la plaque. Donc dans cette idée de résistant, le fait de ne pas traiter, c'est quand même intéressant. Et alors on a planté du Sauvigny gris, qui est très intéressant. Le seul problème, c'est que comme c'est très muscaté, du Sauvigny gris. C'est le Muscaris, pardon. C'est très muscaté. On a planté donc c'est 99% de Vitis vinifera. Hein. Il faut savoir que les croisements des vignes hybrides, elles se sont fait vraiment dans le temps et elles sont quand même très Vitis vinifera. Mais c'est très muscaté. Le malheur, c'est que les sangliers adorent, donc on a beaucoup de mal à récolter. Donc on le fait aussi en vin orange. Et puis on a du Sauvigny gris qui au début était très intéressant, mais je trouve quand même que, je ne sais pas si on ne va pas les surgreffer dans quelques temps. L'idée, je suis contre le cépage résistant, parce que je pense qu'on a suffisamment de richesse dans nos variétés anciennes, et que le cépage résistant fait pour résister un certain temps, parce qu'on sait qu'au bout d'un certain temps, il sera aussi sensible. Ça ne me plaisait pas, mais je me disais qu'il fallait quand même qu'on essaie, parce que c'est quand on n'essaie pas qu'on devient idiot, quoi. Donc voilà, on a essayé. C'est assez intéressant à court terme, mais je travaille aussi beaucoup sur les sélections massales, et alors c'est plus sur les rouges, bien sûr, pour aussi trouver des résistances, je dirais, naturelles, avec des vignes plus fortes et plus résistantes. Voilà, donc ces vins blancs, c'est très amusant. Gonzague du Roquefort-Vivin, c'est amusant aussi, parce qu'il n'avait pas de vigne blanche, mais il s'est dit il faut que je fasse du blanc sans vigne blanche, donc il a pris le parti de faire un blanc de noir, donc de faire un Cabernet Franc pressé pour faire un très bon blanc aussi. Et lui, voilà. Et donc chacun, oui, bien sûr, on essaie, on fait plein d'essais, et voilà. Donc je crois que je vous ai répondu sur la question des cépages résistants. Y a-t-il une autre question? Allez, il n'y a pas d'autres questions, je suis surpris. Ah, là, le jeune homme là.
Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander, du coup, par rapport au protocole de vinification, comment vous faites pour interpréter les rythmes de la biodynamie, par exemple, avec les rythmes lunaires ou autres. Comment vous faites pour rassurer et éviter d'avoir des pertes au niveau de la matière première, par exemple? En termes de vinification ? Oui, vinification et élevage, du coup. En fait, le calendrier lunaire, il n'intervient pas énormément dans les vinifs. On est beaucoup plus au niveau de tout ce qui est calendrier lunaire, c'est beaucoup plus au niveau vignoble. Après, le calendrier lunaire est important, mais je dirais tout est important. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, il faut favoriser la bonne chose. Par exemple, si vous devez, j'en sais rien, passer une 500 tel jour parce que c'est le meilleur moment du calendrier lunaire, s'il pleut des cordes, on ne va pas le passer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le bon sens avant. Donc, pour l'élevage des vins, on va faire attention au niveau des soutirages, hein, mais autrement, on a les mises en bouteille. On essaie de faire ça sur des jours, je crois que c'est fleurs ou fruits. Mais évidemment, une mise, ça va durer 4 jours. On n'a pas que des fleurs et des fruits. Donc, on fait toujours des compromis. Le calendrier lunaire a beaucoup plus d'impact sur le viticole, sur le vivant, enfin sur la vigne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on est sérieux ce soir. Hein, je crois que tu as tout dit, en fait. Il n'y a pas de questions sur Zoom pour l'instant. Ah, madame. Merci beaucoup. Bonsoir, c'était très intéressant, merci beaucoup. Moi, je ne suis pas du tout du secteur et je me demandais si vous utilisiez des robots électriques pour l'entretien des vignes, etc. Est-ce que ça se développe? Est-ce que ça arrive? On adorerait. Ça commence, c'est vrai qu'il y en a. On adorait. Alors aujourd'hui, il existe des tracteurs autonomes, notamment donc des marques. J'ai mes voisins qui en ont. J'attends que ça soit vraiment au point et j'attends d'avoir beaucoup d'argent pour en acheter parce que c'est quand même un peu cher, mais il faut être à côté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vachement bien parce que c'est des tracteurs autonomes qui peuvent faire des travaux de sol notamment, mais il faut vraiment avoir un opérateur à côté. Donc, il n'aura pas forcément les compétences d'un tractoriste. Il faut savoir que nos tractoristes, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Il y a des tractoristes dans la salle? C'est des divas, nos tractoristes. Hein. Parce qu'en fait, ils ne sont pas très nombreux. Vous savez, être sur un enjambeur très haut et sur les vignes qui sont à 10 000 pieds hectares, c'est un travail extrêmement complexe. C'est 3-4 ans de formation. Et voilà. Et quand on est un bon tractoriste, en général, on est très précieux, donc on se les pique tous les uns les autres. Et c'est vrai que voilà, donc j'adorais avoir des robots parce que souvent les tractoristes, notamment travailler le dimanche, venir le samedi, le dimanche, etc. C'est quand même, c'est souvent des trop grosses contraintes de travail aussi, où les gens n'ont pas forcément envie de sacrifier leur vie familiale. Donc voilà, au niveau des robots autonomes, surtout si il y a une personne qui est à côté, elle n'a pas forcément les compétences d'un tractoriste, donc ça pourrait vraiment beaucoup simplifier les choses. Après, en termes de robots, il y a les drones. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse. Alors, c'est pas vraiment des robots, mais le problème du bio, parce qu'on n'en parle pas, mais on n'a pas donc on n'utilise pas de produits de synthèse. Mais par contre, il faut traiter à chaque fois qu'il pleut. Et quand il pleut, comme l'année dernière, énormément, on traite énormément et on traite avec des tracteurs, on dépense du gasoil, on compacte les sols, même si on a des sols très vivants, c'est pas bon du tout. Donc on aimerait pouvoir aussi envisager un système de drone traité sans compacter, sans utiliser de fuel, etc. Donc ça, c'est des recherches. Pour le moment, c'est complètement interdit, mais c'est des recherches qui sont très intéressantes. Ça va être autorisé. Ah ouais. Oui. C'est une très bonne nouvelle, Jérôme. Il y a une réforme qui est en cours justement sur ça. Parce que ça serait une vraie révolution, oui, ça. Pour produits, justement les produits naturels et les 500, ça pourrait être autorisé. Ouais. Et le cuivre, non? Bah oui, mais tout ce qui est d'origine organique. Ah ouais. Donc ça sera un énorme progrès parce que c'est quand même notre. Vous savez, il n'y a jamais le bon, le noir et le blanc. Tout est voilà, il y a toujours les bonnes choses des mauvaises et les mauvaises choses des bonnes. Et le bio, c'est vrai que quand on traite énormément une saison, c'est quand même très contraignant. Donc les drones, ça serait super. Alors après, nous, on a des outils. Par exemple, moi, j'ai acheté des exosquelettes à mes équipes. Alors c'est la technique, c'est pas forcément des robots.
Donc ça leur permet, parce que vous savez, les mouvements répétitifs de se bêter dans la vigne, parce que dans la vigne, il y a énormément de travaux où les vignerons sont obligés de se baisser. La taille, tirer les bois, la taille, les épamprages, les relevages, enfin c'est énormément de travail physique qui font qu'en fait on a des opérateurs qui très vite ont des gros problèmes de dos, souffrent beaucoup, sont en arrêt de maladie. Et c'est un métier difficile et on a beaucoup de mal à trouver des vocations et trouver des gens qui ont envie de travailler dans les vignes aujourd'hui. Donc les exosquelettes, c'est vraiment une aide énormément à la contrainte et pour éviter, je dirais, ça c'est les nouvelles technologies aujourd'hui. Après, il y a des en termes de robots, j'ai pas encore trop d'idées. Vous avez des idées, Jérôme? Sur les, Il y a des robots de tonte qui sont légers et tout ça et qui fonctionnent plutôt pas mal. Oui. Donc ça c'est bien. Après effectivement tu as les robots, les tracteurs autonomes, mais aujourd'hui on a les tracteurs électriques aussi. Oui. Et ça permet de vraiment limiter. Alors ils sont pas trop lourds en plus, mais ça permet vraiment d'éviter d'utiliser du gasoil et d'avoir des traitements. Enfin voilà, d'impacter en termes de bilan carbone. Alors il y a 2 questions sur Zoom là, et il va falloir préciser comment en fait en fin de fermentation, comment on écoule et comment on presse, parce que il y a une personne qui pose la question. Vous avez dit utiliser de manière très précise et parcimonieuse vos vins de presse, mais que faites-vous de tout le reste? Non, c'est vrai que l'assemblage c'est tout un art et c'est chaque région viticole a sa propre recette. Bordeaux, c'est la seule appellation, je crois, au monde où on fait des vins d'assemblage. En tout cas, c'est la première appellation au monde. Quand vous allez en Italie, quand vous allez en Espagne, quand vous avez beaucoup des micro-parcelles ou mais la notion d'assemblage, elle est aussi très propre à Bordeaux. Donc on a une marque, donc Château Ferrière, et on va faire en général 2 vins. C'est-à-dire que sur les 24 hectares du Château Ferrière, j'ai, disons, une trentaine de parcelles et on va faire 30 cuves. 30 cuves de fermentation. Alors, je pense qu'il faut que tu fasses la différence, il faut que tu expliques ce que c'est que le vin de goutte et le vin de presse. Parce ouais. C'est ça. Et en fait, les cuves fermentent. Et une fois qu'elles ont fini de fermenter et de macérer, on va prendre le jus, on va le mettre dans des barriques et puis on va prendre les pots, on va les presser. Et on presse. Vous faites l'écoulage. Ouais, il y a l'écoulage. Voilà, sans pressoir. Voilà, l'écoulage, c'est juste le vin de goutte. Donc c'est l'écoulage, donc c'est le vin qui va aller dans les barriques. Et après, on va mettre les presses dans un pressoir, enfin les pots dans un pressoir. On presse et on met ces vins de presse dans des barriques. C'est ça. Et au moment donc on a à peu près entre 15 et 18% de vin de presse. Voilà, c'est ça qu'il faut c'est ça très bien que tu précises. Sur 1 litre, voilà, ou sur 100 litres, il y a 18 litres de vin de presse et le reste c'est des vins de goutte, donc les vins d'écoulage. Et alors au moment de l'assemblage, on va faire l'assemblage, on va mettre les meilleures parcelles ensemble et on va construire le vin de goutte. Et donc on fait un vin, après on fait un second vin, après on peut faire un troisième vin. Donc on construit le meilleur. On fait donc Château Ferrière, ça sera le premier vin. Donc on construit avec le vin de goutte et après on va rajouter les meilleurs vins de presse. Et on peut aller jusqu'à 12% de vin de presse. Donc après, effectivement, il reste 5-6% de vin de presse qu'on utilise peut-être dans le second vin. Parfois, on fait un vrac. Donc il reste toujours du vin de presse qu'on ne peut pas utiliser dans le vin d'assemblage. C'était probablement sa question. Oui. Donc en général, on le vend avec des lots un peu moins qualitatifs en vrac pour pas qu'il ait le nom du château. Donc il y a plusieurs alternatives. Alors j'ai d'autres questions. Avez-vous recours malgré tout aux analyses de laboratoire, notamment pour choisir le moment des vendanges? Le moment des vendanges. Alors beaucoup d'analyses de laboratoire, énormément d'ailleurs, parce que comme on travaille avec très peu de soufre, il faut sans arrêt faire des analyses parce qu'on n'a pas trop de filets, donc il faut tout le temps, on passe notre temps donc on a un budget énorme d'analyse. Il faut être très précis en fait dans la biodynamie parce que c'est très naturel comme ça, mais il faut absolument pas de déviation, faire 0 défaut. Le vin que vous allez goûter tout à l'heure, il n'a pas de soufre, mais il n'a pas de défaut, et ça c'est très important parce que la plupart des vins nature, ils ont des défauts. Donc on traque le défaut, donc on passe notre temps à faire des analyses. On fait des analyses nous-mêmes au niveau des raisins, de la maturité des raisins, on mesure le pH, l'acidité et le sucre, mais ça s'arrête à ça. En fait, on se dit tiens, à partir de cette acidité, on peut aller goûter, mais en fait c'est le goût qui va importer. On fait des analyses, mais plus par indication et pour se dire tiens, cette parcelle, elle va bientôt être mûre, et après c'est vraiment la dégustation qui le décide. Donc c'est là qu'on en fait le moins probablement. Bon. Alors après j'ai une dernière question, alors, à moins qu'il y en ait une encore dans le public. Ah, j'ai quelqu'un dans le public, alors allez-y. Bonsoir madame, merci. Juste 2 questions en fait.
Par rapport aux plantes, là c'est de la moutarde, j'imagine. Tout à l'heure, on a vu du trèfle incarnat. Bravo. Et il y avait une belle plante bleue, c'est du chanvre? Alors non, c'est une légumineuse, c'est du lupin. Ah, très bien. Mais c'est pas le lupin que vous achetez chez le pépiniérier, enfin que vous achetez chez le magasin de fleurs. C'est un lupin, voilà. Et ça marche très bien. C'est une légumineuse qui fonctionne extrêmement bien, qui reste assez basse et qui est pas trop envahissante. Et qui soi-disant ne marche pas dans les vignes, mais on l'utilise depuis 3-4 ans, on en est ravis. Donc vous fixez l'azote, engrais organique, vous paillez après? Oui, alors on a un orbis, c'est-à-dire qu'on a des espèces de rouleaux. C'est un peu le rouleau FACA, mais génération super. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a des espèces de disques. Donc dès que les semis sont très hauts, là en ce moment, on est en train de les coucher. Donc on a des espèces de rouleaux. Donc nos semis sont plus hauts que nos vignes. Hein. Et donc on couche cette herbe, on va juste plier l'herbe, ce qui permet au système racinaire de continuer à être en vie, d'alimenter la vie microbiologique des sols. Mais on a un paillage totalement naturel. Voilà. Et la dernière question, aubage libéral, l'étymologie? Alors c'est le nom du propriétaire, je voulais le dire, j'ai oublié, merci. C'est Monsieur Libéral qui a créé la propriété au XVIIIe siècle, ce qui lui a valu une certaine renommée. Ce vin est assez connu en Angleterre grâce au Parti libéral. Et il y a tout un club libéral où ils ont 50 millésimes de aubage libéral. Donc c'est Monsieur Libéral qui devait être très libre d'esprit. Alors, j'ai une question encore sur Zoom. Comment la commercialisation de vos vins est-elle organisée? Passez-vous uniquement par les négociants de la place de Bordeaux? Vendez-vous en direct? Et quelle répartition des ventes à travers les marchés mondiaux entre la France, l'Europe, les Oula, États-Unis? c'est vaste. Oui. Alors, on vend, je dirais, 90% aux négoces de Bordeaux. Mais on a développé depuis quelques années de l'onotourisme. Et d'ailleurs, je vois que Jonathan est là, donc qui est responsable de l'onotourisme de nos propriétés, donc de Aubage Libéral et de Ferrières. Et c'est quelque chose qui gère extrêmement bien. Donc aujourd'hui, ça représente bientôt 10% de nos ventes, ce qui est important à Bordeaux. Donc voilà, l'onotourisme est une part et Jonathan le fait bien progresser. Donc on a été aussi assez tôt, on a ouvert l'onotourisme il y a 10 ans. C'est vrai qu'à Bordeaux, on a tendance à vendre qu'aux négociants de Bordeaux. On était assez fermé aux particuliers. Mais nous, notre expérience américaine nous a montré que finalement, c'est par le particulier aussi qu'on fait la renommée de nos vins. Donc, et que les gens viennent du monde entier chez nous et on se doit de les accueillir. Voilà, donc c'est vrai que c'est une branche qui est vraiment intéressante. Mais le reste du temps, c'est le négoce de Bordeaux, effectivement, qui vend 90%. Et la part export? Alors, la part export, c'est très différent. Aubage Libéral, on vend à peu près 40% aux États-Unis, 40% en Europe, et puis 20% Asie, etc. Mais c'est surtout États-Unis très fort. Sur Ferrières, c'est beaucoup plus Europe. On n'est pas très bon aux États-Unis, on est Chine et Europe. Donc beaucoup Suisse. Ferrières, c'est une petite propriété, hein, on fait 4-5 000 caisses, on fait 60-70 000 bouteilles, mais c'est un des plus petits grands crus classés d'ailleurs en termes de taille, hein, de 1855. Donc très fort en Suisse et en Chine. Voilà. Donc c'est très rigolo parce que Aubage et Ferrières sont deux propriétés totalement différentes. En termes de goût, elles ont des personnalités totalement différentes. J'ai toujours quelqu'un, la moitié de la pièce, qui dit oh, j'adore Aubage, c'est mon vin préféré. Et puis l'autre moitié, j'adore Ferrières, c'est mon vin préféré. Et c'est toujours moitié-moitié. Donc c'est vraiment deux vins très très différents avec des profils très différents et qui vraiment sont sur des marchés très différents aussi. Bon, merci Claire, c'était un plaisir. Merci. On va se retrouver pour la dégustation. Pour ma part, je vous retrouve dans 2 semaines, donc ça va venir vite, avec Axel Marchal, qui est professeur d'œnologie à la faculté de Bordeaux. Et on va vous parler du millésime 2024, mais pas seulement de la dégustation, mais comment on a élaboré dans un millésime aussi difficile, comment les vignerons s'en sont sortis, quels enjeux ils avaient face à eux, au jour le jour. On va raconter tout ça, on va expliquer aussi comment il y a 30 ans ou 40 ans, dans des conditions difficiles, on pouvait faire un vin moins facilement qu'aujourd'hui. Donc on va parler de tout ça, on va présenter en fait le millésime 2024 pour du grand public et vous allez voir, Axel est un puits de science et un grand pédagogue, donc vous devriez vous régaler. Je vous remercie infiniment et on se retrouve à l'étage pour la dégustation. Merci à l'équipe technique en régie, merci à la Cité du Vin, merci à Achat Millésime pour son soutien et bonne soirée à vous et à très bientôt. Au revoir.